Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Vincent Briche, le nouveau président du CAUE depuis maintenant quelques mois. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée de conférence. Parce que d'abord, je crois que ça fait du bien, après des conférences en visio, de se retrouver en présentiel, comme on dit maintenant. Même si la situation reste encore un peu précaire, mais on espère que ça va aller mieux. Parce que la proximité, il n'y a quand même pas grand-chose qui peut la remplacer. J'ai souhaité, avec l'équipe du CAUE, que l'on commence cette année par un cycle sur la question de la concertation, avant d'aborder dans un second temps, et vous verrez sur le programme, la question du réchauffement climatique. C'est de donner des thèmes un peu dans l'année, avec différentes actions, une programmation. Parce que ce thème de la concertation, on le voit passer quasiment quotidiennement dans nos vies, et il est souvent difficile, en tout cas les concertations sont souvent difficiles à mettre en œuvre pour les élus, difficiles à s'emparer pour la population, et pourtant on peut estimer que c'est quelque chose d'assez essentiel. Il y a déjà eu, il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, un atelier avec des lycéens de Tuoda à partir d'un film qui a permis aux lycéens de se sensibiliser sur ce sujet-là. Il y aura, vous le verrez dans le programme, le 17 février, un ciné-débat au sémaphore à 18h, et puis le 9 avril, une projection à Carré-d'Art, et parallèlement, il y aura une formation aussi pour les élus du département le 17 mars à Moussac. Je voudrais attirer aussi votre attention sur l'existence de l'Assemblée consultative des CAUE, qui rassemble des associations, des élus de chaque commune, presque chaque commune du département, pour certainement maintenant, ainsi que des particuliers. Et cette assemblée consultative, à laquelle je vous invite à participer si vous êtes intéressés, se réunira le 31 mars au CAUE. Donc les informations, je crois que c'est noté dans le programme aussi. Bon, c'est un lieu de débat, d'échange sur un certain nombre de sujets. On y parle d'architecture, d'urbanisme, d'environnement évidemment. Et ça permet ensuite de programmer d'autres réunions, d'autres cycles de formation. Et donc elle est ouverte, cette assemblée, largement. Et j'espère que vous pouvez y trouver aussi des éléments d'intérêt pour vous et pour vos activités. Ce soir, nous recevons, et je la remercie chaleureusement, Yves Saint-Omer, qui est donc professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8, et qui est également chercheur associé à la Maison française d'Oxford, qui est donc un centre de recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Et Yves Saint-Omer, que vous connaissez sûrement, et je pense que l'affluence ce soir le prouve, est donc quelqu'un qui a beaucoup consacré de temps et d'énergie et d'ouvrage à la question de la concertation. Je sais que beaucoup sont impatients de l'entendre, donc je vais m'arrêter là. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous parce que j'ai un autre impératif derrière, mais je tenais à vous accueillir pour cette première conférence de l'année, et puis à accueillir Yves Saint-Omer. Et je suis sûr que les débats que je suivrai ensuite en vidéo seront extrêmement riches et que ça fera germer plein d'idées dans nos têtes à tous. Merci à tous et bonne soirée. Ce semestre, cette thématique de la participation citoyenne, et en ce sens, les ouvrages de Yves Saint-Omer sont très nombreux. Donc, petite histoire de l'expérimentation démocratique, publié aux éditions Découvertes en 2011, et son succès a contribué à sa réédition en 2014. Il est notamment question du tirage au sort, de sa pertinence pour dynamiser la démocratie, de l'intérêt aussi de tenter de nouveaux modes de faire. Je citerai aussi deux publications récentes en 2020. La première avec Marie-Hélène Baquet, professeure en études urbaines, qui s'intitule La démocratie participative. Donc, il
s'agit d'un travail historique inédit pour retracer la généalogie de cette notion, avec la contribution de spécialistes de haut vol. Également, la seconde publication concerne les budgets participatifs, c'est son titre en Europe. Sont-ils des outils dans l'air du temps, ou bien peuvent-ils initier, je cite, un mouvement de fond amené à bouleverser les pratiques administratives et politiques? En tout cas, c'est la question qui est posée. Donc là, au-delà des ouvrages, il y a également des articles, et en réalité, c'est cet article paru dans la revue Les Cahiers français cet été qui nous a incité à contacter Yves Saint-Omer. Donc vous aurez ce tirage, Yves Saint-Omer a accepté que nous fassions un tiré à part, et cet ouvrage vous sera donné à la fin de la conférence, voilà, pour que vous puissiez en prendre connaissance tranquillement. Donc l'urbanisme, effectivement, fait l'objet d'une réglementation multiple et très dense, d'une multiplicité de lois, et notamment la loi SRU du 13 décembre 2000 a permis d'envisager l'aménagement en termes de projets, notamment dans les PLU. C'est à nouveau succédé à la loi d'orientation foncière qui avait institué les POS en 1969, donc il y avait le temps où c'était quelque chose de beaucoup plus fonctionnaliste qui régnait. Donc là, on doit effectivement envisager un projet et, dans le sens de ce projet, consulter une multiplicité d'acteurs et donc la penser plus largement et de manière, pour un cadre de vie en tout cas, plus adapté. Donc les CAU ne sont pas des spécialistes de la concertation, nous ne sommes pas des spécialistes de la concertation, mais notre mission de conseil, c'est nous amener à faire des consultations auprès de différents publics dans le cadre de projets divers, y compris des jeunes habitants d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire dans nos communes gardoises. Et donc, ces dernières années, on remarque effectivement que beaucoup de dispositifs, comme les contrats de ville il y a 5 ans, qui ont institué ces conseils de citoyens, et également les démarches pour centre, et bien, dans leurs attendus, il y a toujours cette concertation qui doit être menée, il y a toujours cette question de voir un petit peu les avis des habitants qui doivent être énoncés. Donc, nos collègues juristes également de l'agence technique départementale avec qui nous partageons nos propos sont également à de nombreuses reprises questionnés sur la manière de mener cette participation, par exemple des référendums, comment procéder, avec toujours cette question également de comment se prémunir des recours, de tout éventuel recours. Et donc, Yves Saint-Omer, là, vous traitez encore de cette défiance citoyenne. Donc, je vais vous laisser la parole maintenant pour nous prendre un peu de hauteur. Je vous remercie également pour votre venue. Nous sommes très honorés. Celui qui parle comme exposant, en tout cas, d'apprendre autant que quand on peut bénéficier du dialogue et du contact humain. Alors, ce n'est pas un scoop, mais nous sommes dans une situation de crise assez profonde de notre démocratie. Et ce n'est pas simplement en France, ce n'est pas dû simplement au système présidentiel français ou aux forces politiques françaises ou au personnel politique français. Il s'agit d'un phénomène de fond qui touche plus ou moins la plupart des pays occidentaux, un peu moins d'Europe du Nord ou en Allemagne, un peu plus en Europe du Sud, les États-Unis, on l'a vu, sont aussi dans une mauvaise passe, et je crois que le mouvement des Gilets jaunes a été, et continue aujourd'hui, d'intensité moindre, mais le mouvement des Gilets jaunes a été un révélateur de cela, d'une défiance, d'un refus
qui parcouraient profondément notre société. Et ce n'est pas un hasard qu'en termes de réforme politique, le référendum d'initiative citoyenne ait été au cœur du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire, dans son imaginaire en tout cas, essayer de permettre aux citoyens de discuter, de décider directement sur une série de propositions. C'est ce qui se fait à quelques centaines de kilomètres d'ici, vers le nord-est, en Suisse, où j'enseigne aussi un petit peu, et où les citoyens peuvent décider tous les ans sur, disons, une quinzaine de sujets d'importance variable, nationale, cantonale ou locale. Contre le mouvement des Gilets jaunes, pour changer le focus des médias et du débat public, le président Macron avait organisé le grand débat national. Et à l'intérieur du grand débat national, il y a plein de lieux différents de ce débat. Et l'un des lieux, c'était, dans chaque région, l'organisation d'une conférence citoyenne régionale composée de citoyens tirés au sort. Est-ce que c'était une réponse à la défiance? Alors, le sentiment qui était assez majoritaire à ce moment-là, en tout cas dans la population en général, était que ce débat était sans grande conséquence, mais finalement, une des conséquences importantes qu'il a pu avoir, c'est qu'il a été réitéré d'une manière différente avec la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est réunie pendant plus d'un an, et qui avait été chargé par le président de la République d'élaborer les réponses en termes de politique publique qui étaient nécessaires pour que la France fasse honneur aux engagements qu'elle avait pris en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que ce genre d'initiative est nécessaire, utile et potentiellement salvateur pour essayer de dépasser la défiance? Alors on sait que dans la conférence citoyenne sur le climat, les propositions qui ont été adoptées à l'issue des travaux n'ont pas été véritablement mises en œuvre, acceptées par le gouvernement et le Parlement. Ils sont suivis d'un désenchantement assez fort. Il n'empêche que c'était une expérience intéressante. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des mobilisations extra-institutionnelles sur le climat, comme sur d'autres thèmes, qui marquent aussi notre démocratie. Donc on a la coexistence d'innovation et de protestation. Et de protestation qui inclut également des propositions de réforme profonde de notre système politique. Et du coup, quelle est la place de la concertation, puisque les organisateurs m'ont demandé d'aborder cela comme finalement fil rouge de la conférence que je vais faire aujourd'hui. Quelle est dans ce cadre-là la place possible de la concertation, et notamment de la concertation en urbanisme? Alors, pour répondre à ces questions, je voudrais développer un argument en 3 temps. Dans un premier temps, je reviendrai sur cette notion de concertation et sur ce qu'on a appelé au début des années 2000 la démocratie de proximité. Le terme a perdu, je ne sais pas ce qu'il en est à Nîmes, mais le terme a perdu un peu de sa popularité, mais c'était avec lui que l'on thématisait, avec notamment la loi Vaillant au début des années 2000, la concertation en urbanisme et au-delà. Dans un deuxième temps, je voudrais aborder les notions ou les perspectives de démocratie participative et délibérative qui aujourd'hui sont davantage sur le devant de la scène, et puis, de façon plus prospective, s'interroger sur la possibilité et le sens de ce que j'appellerais une gouvernance participative. Alors, tout d'abord, revenons sur cette question de la concertation et de la démocratie de proximité. D'une certaine manière, l'enjeu de cette innovation en termes de concertation a été débattu il y a maintenant près d'un siècle par 2 théoriciens qui, à l'époque, travaillaient tous les deux aux États-Unis.
autrichien immigré aux États-Unis, et Dewey, un grand philosophe américain. D'un côté, pour Schumpeter, et je lis la citation, le citoyen typique tombe à un niveau inférieur de performance mentale dès qu'il entre dans le champ politique. Il argumente et analyse d'une façon qu'il reconnaîtrait immédiatement comme infantile dans la sphère de ses intérêts réels. Il retombe au stade primitif. Sa pensée devient associative et affective. Et d'une certaine manière, sous des formes un peu utilisées, on retrouve encore très souvent cet argument lorsque, à l'occasion, par exemple, de mobilisation citoyenne, les responsables politiques fustigent la passion qui mobilise les foules irrationnelles. À l'inverse, Dewey écrivait « L'homme qui porte la chaussure est celui qui sait le mieux qu'elle fait mal et où elle fait mal, même si le cordonnier est le meilleur juge pour savoir comment y remédier. Une classe d'experts est inévitablement si coupée des intérêts communs qu'elle devient une classe avec des intérêts et un savoir privé, ce qui, en matière sociale, signifie sans le moindre savoir. D'un côté, une dévalorisation du savoir des citoyens, de l'autre côté, au contraire, une valorisation de leur savoir d'usage, de leur capacité à apporter une contribution utile, nécessaire, indispensable aux politiques publiques, réparer la chaussure. Il me semble qu'en France, quand on a évoqué la démocratie de proximité au début des années 2000, après des décennies qui avaient été marquées, dans ces années 1968, par des mouvements de contestation extrêmement forts, par ensuite une ou deux décennies qui ont été des décennies plutôt de repli, de difficultés, où la crise économique se faisait sentir, la démocratie de proximité a été conçue comme un moyen de moderniser la politique et l'action publique. L'idée était de moduler, de faire finalement un intermédiaire entre la position de Schumpeter, qui était assez proche de celle, disons, du républicanisme à la française, depuis la Troisième République, où les élus et les techniciens concentraient l'essentiel de la rationalité et où il y avait une méfiance par rapport à des citoyens qui pendant longtemps n'ont pas eu le droit de vote, puis les hommes l'ont eu, puis les femmes également, mais ce droit de vote devait s'arrêter là. Quand la proximité est invoquée, il y a l'idée qu'il faut faire une division du travail entre les élus et les techniciens, d'un côté les experts, et de l'autre côté les citoyens. D'un côté, les élus ont le monopole de définition de l'intérêt général, et du coup le monopole de la décision, parce qu'on doit décider en fonction de l'intérêt général, pas des intérêts particuliers. Mais en même temps, il faut que ces intérêts particuliers s'expriment dans les quartiers, dans les associations, dans les groupes d'intérêts divers. Et finalement, la proximité, c'est cette division du travail qui implique que les élus soient à l'écoute pour mieux construire l'intérêt général. Il s'agit finalement d'écouter ce savoir citoyen, ce savoir d'usage qu'évoquait Schumpeter, sans pour autant renverser la table. C'est aussi au moment où on a, dans la même foulée finalement, qu'on a fait l'éloge de la décentralisation. Pendant longtemps, la France a été un pays hyper centralisé parce que, comme disait Mitterrand, je ne peux pas avoir des féodaux, 15 féodaux ou 20 féodaux comme président et présidente de région. Mais dans cette perspective-là, même si l'État central conserve, c'est bien un rôle crucial, il y avait cette idée qu'à travers l'expression de la diversité du pays, on pourrait mieux construire l'intérêt général de la France et être au plus proche des besoins des habitants. Et du coup, la concertation, elle venait comme un moyen permettant que cette division du travail fonctionne, que ceux qui décident pour l'intérêt général, censément pour l'intérêt général en tout cas, puissent le faire en connaissance de cause, en connaissance des prises de position des uns et des autres, et en pouvant s'appuyer sur ce savoir citoyen.
Alors, pour donner un exemple de cela, j'avais fait, c'était dans la banlieue nord parisienne, une enquête sur cette démocratie de proximité, et à l'époque, une dame d'un certain âge nous disait, dans les petites réunions de comité de quartier, il y a des gens qui disent des choses maintenant, des choses sensées en fin de compte, parce qu'un technicien ou un technocrate, entre guillemets, ça ne va pas voir la chose pratique sur le terrain, qu'un utilisateur journalier peut voir. Et ça, moi, je pense que ça va donner un petit coup de jeu, une autre relation par rapport aux élus. Par exemple, il y a une grosse demande par rapport aux enfants qui traversaient au feu rouge devant l'école. Les gens se sont remués, la ville a répondu très vite, parce qu'ils se sont aperçus que tous ces gens-là avaient des demandes sensées. C'est des petites choses. On ne demande pas à construire le Stade de France, mais c'est ces toutes petites choses qui empoisonnent la vie en fin de compte. Et il me semble que cette citation citoyenne qui participait au comité de quartier reflétait bien l'esprit de la proximité. On va, pour des petites choses, consulter les citoyens. Ce sera une consultation, pas une codécision. Quand on doit construire le Stade de France, alors là, ça relève d'autre chose. Savoir l'usage des citoyens n'est pas grand-chose quand il s'agit de construire un stade aussi important. Et on va reconnecter élus et citoyens à travers cette proximité. Alors en même temps, ça a été contesté dès le départ par des mouvements qui disaient ça suffit pas. Et d'une certaine manière, un des slogans et des affiches de 68, de mai 68, je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, il profite, qui était fait contre les idées de participation promues à l'époque par De Gaulle, par le gouvernement gaulliste, constituait une espèce de toile de fond, oubliée sans doute, mais finalement thématique de cet imaginaire de dire qu'il faut aller au-delà de la consultation. Dans les années 60, une urbaniste, une sociologue de l'urbanisme américaine, Arnstein, Sherry Arnstein, avait fait une échelle de la participation qui voulait montrer comment cette participation pouvait être plus ou moins intense. Alors, elle est extrêmement connue, elle a été adaptée, modifiée, hybridée, et quand vous regardez sur Internet, il y en a des tonnes et des tonnes de références à cela. En gros, Arnstein distinguait un niveau où c'était de la non-participation, où c'était plutôt de la manipulation d'autre chose. Un deuxième niveau qui relevait de la coopération symbolique, on mettait en scène la concertation, mais elle ne débouchait pas finalement sur grand-chose. Et la consultation était un des exemples de cela. Et puis, un troisième niveau qu'elle appelait de ses voeux, qui consistait à donner un pouvoir effectif à des citoyens non élus, à travers le partenariat entre les pouvoirs publics et par exemple des associations, des délégations de pouvoir, voire un contrôle citoyen. Et la thématique de la démocratie participative que je vais aborder dans la deuxième partie s'appuyait très largement là-dessus. Pour essayer de voir la façon dont une bonne partie du débat public a évolué entre ce moment où on parlait de la concertation, de la proximité, et puis aujourd'hui, on peut voir comment un livre canonique de ce que les Américains appellent le développement communautaire et l'empowerment, le community organizing, l'organisation communautaire aux États-Unis, c'est l'organisation des groupes défavorisés, des outsiders, de ceux qui pèsent moins dans la société, pour leur donner la capacité de peser dans la société. Obama, l'ex-président américain, avait été un community organizer dans ses années d'études. Quand il avait été traduit en français pour la première fois, c'était le manuel de l'animateur social. Et puis il y a une réédition il y a quelques années, Être radical. Et donc on voyait bien une espèce de progression dans la demande de participation, au-delà simplement finalement d'une dynamique assez consensuelle. Et puis deux chercheuses, Marie-Hélène Baquet et Caroline Wheeler, vous parlez de l'empowerment, en anglais,
difficile à traduire en français, peut-être par le pouvoir d'agir, qui a pu être mobilisé par des acteurs très divers. Ça peut être une technique managériale, mais c'est aussi porté par des courants radicaux, notamment féministes ou dans le monde du développement, pour dire finalement ce qu'il faut la participation pour qu'elle vaille la peine. Il faut qu'elle donne un vrai pouvoir d'agir aux citoyens, un pouvoir d'agir individuel, mais aussi un pouvoir d'agir collectif, pour transformer à la fois leur rapport à la société, mais aussi la société dans son ensemble. Et finalement, au-delà de la proximité, cette idée d'un pouvoir d'agir, cette idée d'une participation qui ne soit pas simplement symbolique, qui puisse toucher des choses qui ne sont pas simplement de la proximité, des petites choses, a été développée avec des idées qui aujourd'hui sont plus répandues à l'échelle de la discussion dans le monde académique, à l'échelle aussi de celles et ceux qui font des innovations démocratiques, en tout cas qui les prennent au sérieux, à une échelle internationale. Les notions de démocratie participative et délibérative. Quand je dis des notions, je devrais plutôt dire des espèces de mots d'ordre, parce que ces notions sont élaborées dans la sphère académique, sont élaborées par des organisations internationales, par des fondations, mais ça peut aussi tout à fait fondamentalement sur des expérimentations réelles où des citoyens, des associatifs, des responsables politiques, des responsables administratifs innovent et inventent. Et finalement, les théoriciens se nourrissent très largement de ces innovations pratiques et des réflexions que les acteurs qui les mettent font sur leur propre pratique. Alors, la démocratie participative, au début des années 2000, était opposée à la démocratie de proximité. Aujourd'hui, souvent, on a recyclé ce que l'on appelait démocratie de proximité dans la loi Manon de 2001, sous le terme démocratie participative, et c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais dans un sens plus exigeant, il s'agit des trois cases qui composaient l'échelle supérieure de la participation d'Einstein. C'est l'idée qu'il faut une combinaison entre la démocratie représentative électorale et la participation directe des citoyens. Une combinaison et pas une opposition, pas non plus une subordination de l'un à l'autre, mais de penser qu'il y a des acteurs qui, de façon différente, ont droit à la voix, peuvent participer à la construction de l'intérêt général et du coup à la prise de décision publique, d'une façon qui ne soit pas complètement subordonnée aux citoyens, ce qui est le rôle des citoyens, et qui du coup subvertisse cette division du travail qui était caractéristique de la démocratie de proximité, où on entendait les intérêts particuliers, on consultait les intérêts particuliers, mais où ensuite la définition de l'intérêt général était le monopole des élus et des équipes administratives qui les entourent. Dans cette perspective-là, il s'agit d'un pouvoir codécisionnel, d'avoir des règles du jeu claires. Des règles du jeu claires, ça veut dire que ce n'est pas simplement l'écoute sélective. Pensez au grand débat. Le gouvernement organise un grand débat avec plein de choses au niveau local, des choses au niveau régional, des choses thématiques, des choses à l'Assemblée. Il n'y a pas de montée en généralité, il n'y a pas vraiment de synthèse, il y a aussi un débat en ligne, et au bout du compte, c'est le gouvernement qui dit voilà, du grand débat, nous avons tiré ceci, ceci et cela. Et peut-être, vous rappelez-vous, que le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait dit la grande demande des Français, c'est moins d'impôts. À travers le grand débat, ce qui faisait partie de son programme électoral préalable. Et donc, il y avait quelque chose qui se faisait, et puis il n'y avait pas de règle pour faire la synthèse, et puis on faisait des écoutes sélectives, ceux qui étaient en mesure de le faire, et ça mettait au centre du jeu. Une autonomie de la société civile, dans cette perspective à l'inverse de la démocratie participative, l'empowerment dans un sens plus radical. Un collègue anglais a dit qu'on pouvait faire participer les gens, parlait d'Angleterre
américain, mais je crois que la leçon est valable aussi pour la France, sur 3 échelles: housing, building, painting. Housing, on va dire, c'est l'urbanisme. Le building, c'est l'architecture. Et puis le painting, c'est la décoration intérieure. Et que, finalement, on pourrait faire participer sur des enjeux fondamentaux, structurants, sur des enjeux importants, et tout de même secondaires, ou sur du détail. Et il ajoutait que bien souvent, on faisait participer sur le détail pour faire oublier, ou en tout cas pour désamorcer les contestations sur les sujets secondaires mais importants, et surtout sur les sujets structurels. Et d'une certaine manière, la démocratie participative, d'ailleurs indiquée par des praticiens, des théoriciens, des mouvements sociaux, essaie de dire que, a comme tête, que la participation ne peut pas se réduire au painting, ne peut pas se réduire au détail et qu'elle doit porter sur tout un ensemble de questions. Alors, aujourd'hui, on présente les budgets participatifs, je ne sais pas s'il y en a dans le gars, les budgets participatifs comme un exemple de démocratie participative. Prenons l'exemple du budget participatif parisien qui a lancé très largement la vague des budgets participatifs en France aujourd'hui. Il est sérieusement fait, il y a une vraie volonté politique de la mairie de Paris d'aller dans le sens de cette participation. 5% du budget d'investissement de la ville y est consacré. Alors en 2017, je n'ai pas actualisé les chiffres, mais ne pas beaucoup changer, c'était 92 millions d'euros par an, avec certaines sommes consacrées spécifiquement aux quartiers les plus populaires de Paris, pour éviter que les bobos parisiens du centre, en gros, accaparent la décision sur la répartition des investissements, avec une échelle au niveau des arrondissements et de la ville, et un processus décisionnel. Les propositions viennent des citoyens, des associations, des conseils de quartier, et ensuite, les citoyens et ceux qui travaillent à Paris peuvent voter pour hiérarchiser ces propositions dans la limite de ce budget évoqué. Il y a eu 168 000 votants en 2017 pour 196 projets qui avaient été retenus. Le nombre de votants a augmenté jusqu'à l'an dernier où il a un petit peu baissé. Le budget participatif parisien est en train un peu de changer dans sa structure. Je passe sur les détails. Retenons l'essentiel. C'est l'idée que ce n'est pas simplement concertation, mais c'est bien la possibilité de donner un vrai pouvoir aux citoyens. Il s'agit un petit peu d'un référendum miniature, en quelque sorte, d'un référendum sur 92 millions d'euros, une petite partie du budget parisien, mais tout de même, on peut faire des choses avec 92 millions d'euros. Il est probable qu'une partie de la transformation de Paris, et en particulier son verdissement et les progrès dans la piétonisation des pistes cyclables, ont été assez largement influencés par ce budget participatif qui a montré que les projets qui retenaient beaucoup de votes allaient dans ce sens-là. En même temps, il y a des limites à cela, et pour reprendre l'exemple parisien, la piétonisation de la voie express rive droite, la construction de grandes tours à Paris, la municipalisation des eaux de Paris n'ont pas été des processus qui sont passés par un processus codécisionnel. Il y a eu de la concertation au sens plus classique du terme. Ensuite, c'est la mairie qui, de façon souveraine, a décidé de ces grands choix qui structurent l'urbanisme de la capitale. Donc en tout cas, un mouvement vers quelque chose qui souvent se réduit à des questions de détail secondaire, et pas forcément de questions plus structurantes, mais qui donne tout de même un pouvoir de codécision. La démocratie délibérative est un petit peu différente. Le terme lui-même est peu répandu dans l'espace public en France parce qu'il y a un problème de sens du mot. La démocratie délibérative a été créée par le mot d'idée a été créé par les Anglais, et dans la langue anglaise, la délibération, c'est une bonne discussion. C'est une discussion de tous les aspects
une question en pesant le pour et le contre et de façon bien informée. En français, comme vous le savez, si on dit qu'un organe est délibératif, c'est qu'il peut prendre une décision. Et même dans le vieux français, quand Rousseau parlait, par exemple, de délibération, de délibératif, c'était la décision, ce n'était pas la discussion. Rousseau pouvait dire qu'il ne fallait pas trop discuter parce qu'on risquait de pervertir le processus de décision. Alors, donc, démocratie délibérative en français, c'est plus difficile, c'est vrai aussi en allemand, c'est vrai en espagnol ou en italien, donc c'est pas encore très répandu. C'est plus un langage académique, de technocrates, d'organisations internationales, avec la Convention citoyenne pour le climat, ça s'est un peu répandu dans la presse. Peu importe le mot, en tout cas, l'idée de fond est réinventée à partir des élaborations d'un philosophe allemand, Jürgen Habermas, par des théoriciens et des praticiens nord-américains, avec l'idée fondamentale qui est que la décision légitime n'est pas celle qui résulte de la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous, de la discussion de toutes les personnes concernées, dans la mesure où cette discussion est faite dans des conditions les meilleures possibles, voire idéales. Donc la légitimité du coup de la démocratie, dans ce sens-là, c'est moins l'élection elle-même que la discussion qui précède, qui entoure, qui succède à l'élection. Et du coup, les conditions d'une bonne délibération, éviter les fake news, sont au centre de l'attention. Il faut une bonne délibération qui soit informée, qui soit inclusive de toutes celles et ceux qui sont concernés, qui soit égalitaire, la plus possible. Et l'idée, c'est d'arriver, sinon à s'accorder, si c'est un consensus, au moins à s'entendre, pour reprendre l'expression du philosophe français Lefebvre, c'est-à-dire d'essayer de sortir par le haut de les controverses, et même si on n'est pas complètement d'accord, au moins d'avoir entendu la partie adverse. Et cette idée est mise en œuvre à travers trois possibles voies de transformation institutionnelle. D'une part, une réforme de la démocratie représentative électorale, qui n'a pas été très loin. Mais par exemple, aux États-Unis, ça voulait dire réduire ce flot d'argent qui pourrit complètement la politique américaine. Une procéduralisation de la démocratie participative, souvent, il y a des réunions de quartier, et bien finalement, on a des discussions qui ne sont pas de la meilleure qualité possible, où certaines personnes tentent à accaparer la discussion, et où il n'y a pas de règles finalement pour monter en généralité. Et puis, ce que l'on appelle des mini-publics, des publics qui reflètent en petit ce qu'est le large public en gros, qui peut incarner dans des conditions presque idéales cette idée de démocratie délibérative. Et je vais revenir là-dessus. En tout cas, l'idée de la délibération, c'est donc une discussion la meilleure possible et la plus inclusive possible. Mais du coup, il y a une tension avec la démocratie participative. La démocratie participative, c'est le pouvoir. Ça peut être la mobilisation aussi. Or, on sait qu'on discute mieux quand on est un petit groupe qu'un très gros groupe. Inversement, quand on veut faire une discussion de très grande qualité, qu'on se réduit à un petit groupe, eh bien, on risque de laisser la grande majorité de côté. Donc, elles ne sont pas forcément opposées, mais il y a une tension entre participation et délibération, et toutes les deux sont aussi en tension avec l'élection, où il s'agit d'une délégation. Certes, on peut discuter pendant les campagnes électorales. Je voulais juste savoir si aujourd'hui le débat, par exemple, pour les présidentielles est à un haut niveau, inclusif et informé. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une tension potentielle. Je vais me concentrer sur la troisième dimension, cette démocratie délibérative qui a été la plus, en fait, objet d'expérimentation. Et la Convention citoyenne pour le climat en France en est un exemple paradigmatique dans notre pays. L'idée, c'est d'avoir une représentation statistique, que dans le jargon universitaire on appelle descriptive, de la population et de lui permettre de délibérer dans des conditions presque idéales. Un échantillon représentatif, ça veut dire qu'on va avoir, si on fait une réunion avec autant de monde que nous sommes aujourd'hui, on aura moins de têtes blanches. On aura un peu plus de personnes qui sont jeunes,
milieux sociaux, pas simplement de certains milieux sociaux. Et donc on aura un peu comme on a dans les sondages ou dans les enquêtes d'opinion, un échantillon représentatif de la population qui permet, du coup, d'avoir en petit ce que le peuple est en plus grand. Prenez James Fishkin, un prof américain et un inventeur qui a inventé l'un de ces dispositifs. Prenez un échantillon national représentatif de l'électorat, rassemblez ces personnes venues de tout le pays dans un même lieu, plongez cet échantillon dans le thème en question, avec un matériel informatif soigneusement équilibré, avec des discussions intensives en petits groupes, avec la possibilité d'auditionner des experts et des responsables politiques ayant des opinions opposées, à l'issue de plusieurs jours de travail face à face, sonder les participants de façon détaillée, le résultat offre une représentation du jugement éclairé du public. Les sondages classiques ne représentent qu'une agrégation statistique d'impressions vagues, formée la plupart du temps sans connaître réellement les argumentaires contradictoires en compétition. Les sondages délibératifs me permettent de savoir ce que le public penserait s'il avait véritablement l'opportunité d'étudier le sujet débattu. La délibération, le mini-public délibératif, c'est ça. Pensez à la Convention citoyenne pour le climat. La différence avec ce sondage délibératif, c'est qu'à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu des propositions, pas simplement un sondage. Je vais y revenir. Ce qui est paradoxal, c'est que cette Convention citoyenne pour le climat a été le produit conjoint des Gilets jaunes et des écolos qui contestaient Macron, qui ne pouvaient pas le supporter, et du président Macron. D'un côté, on avait Cyril Dion, un militant écologiste, Priscilla Ledowski, une figure des Gilets jaunes, qui avait créé les Gilets citoyens. Et puis, Cyril Dion disait, par exemple, si on veut arriver à des résultats partagés par tous, on a besoin de redistribuer le pouvoir, de construire cette complémentarité entre démocratie directe et démocratie représentative avec cette assemblée citoyenne. Il ne s'agit pas de faire un coup, comme cela peut être le cas du grand débat, mais de démontrer qu'on peut intégrer ces mécanismes dans nos démocraties de façon permanente. Le président Macron disait, oui, il faut créer les fondations d'une république de la délibération permanente. Et ensemble, ils font la Convention citoyenne pour le climat, se disputer après sa fin, sur ces résultats. Alors, cette démocratie délibérative, on peut, de façon simplifiée, dire qu'elle s'est faite en deux vagues. Alors, pensez à des vagues, pas les vagues de la Méditerranée, mais les vagues de la côte atlantique, un peu lente, où on a une qui vient, il y a l'autre qui arrive, alors que la première n'a pas encore reflué, qui se superpose aujourd'hui. Dans la première vague, l'idée, c'était en fait des échantillons représentatifs, pensez à la citation de Fishkin, ou au moins des échantillons diversifiés de la population, parce que la représentativité, si on était dans un mini-public, à ce niveau de ce nombre de personnes, ce n'est pas statistiquement représentatif, mais ça peut être diversifié, comme un jury d'assises. Un égal excès à la délibération publique, grande qualité de la délibération de citoyens ordinaires, c'est très impressionnant de voir dans des bonnes conditions la qualité de la délibération. J'avais suivi il y a quelques années jury citoyen sur la réforme du système de santé français, un terme pointu, 25 personnes, et l'un des principaux experts du système de santé français était venu faire une conférence, et en sortant, en fait, il avait été auditionné par les citoyens, en sortant, il m'a dit, oh, c'est incroyable, c'est la meilleure discussion que j'ai depuis des années publiques, en tout cas. Normalement, quand je fais une discussion publique avec les politiques, au bout de 5 minutes, ils pensent est-ce que ça va me rapporter des voix. Si c'est avec les personnels de santé, au bout de 5 minutes, ils pensent est-ce que ça va ramener des choses dans ma bourse. Et là, j'ai une super discussion. Simplement, dans cette première vague, c'était des choses qui venaient d'en haut, elles étaient organisées une fois, deux fois, c'était un peu un one-shot, ça restait une niche. C'était une opinion publique un peu contrefactuelle, ce que le peuple aurait pu penser s'il avait été réuni et qu'il avait pu discuter dans des conditions idéales. Mais finalement, les gens qui se réunissent là, ils viennent de partout, mais ils ne sont pas dans une situation où ils se connaissent, où ils ont des relations sociales entre eux, ils sont désencastrés en quelque sorte de leur quotidien.
s'est éloigné des mobilisations politiques, du tissu associatif, et d'une certaine manière, c'était l'idée qu'on va faire une opinion éclairée des citoyens, mais qui va être différente de l'opinion du grand public, ou de l'opinion mobilisée des associations et des mouvements sociaux. Et le pouvoir d'usage, à part au niveau micro-local, le savoir d'usage, où est-ce que la chaussure fait mal, était peu utilisé. Et il me semble que le grand débat national faisait partie de ça. C'était un petit peu cet esprit-là. La seconde vague est ce que les anglo-saxons appellent empowered. Elle a du pouvoir, elle a plus de pouvoir. Elle garde des points communs avec la première, on part dans l'échantillon représentatif, on essaye d'organiser une bonne discussion avec du matériel informatif, de bonne qualité, contradictoire, des auditions contradictoires, du travail en petits groupes et en grands groupes. Prenons cette salle-là, si l'on parlait, il est sûr que certains et certaines d'entre vous auraient plus de facilité à prendre la parole devant 35-40 personnes, et que si ensuite on se scindait en petits groupes, en petites tables de 7-8, c'est pas forcément les mêmes qui seraient les plus constructifs. Et le fait comme ça, de passer de petits groupes à l'Assemblée Générale, d'avoir quelqu'un qui organise la parole, comme aujourd'hui c'est moi qui la tchatche et vous allez parler de façon bien moins inégale que moi, alors on voit un débat de qualité. Mais en même temps, ça peut être combiné à la démocratie représentative électorale, mais aussi à la démocratie directe, des référendums, à la démocratie participative. Il y a des mouvements d'en bas qui les demandent. Vous pensez qu'une des revendications des Gilets jaunes, même si elle n'était pas au niveau du RIC, c'était une assemblée citoyenne également tirée au sol. Le mouvement Extinction Rebellion écolo-radical a comme une de ces 4 revendications de l'assemblée citoyenne tirée au sol. L'idée qu'il faut l'institutionnaliser, que ça ne peut pas être laissé simplement au libre arbitre ou à l'arbitraire des pouvoirs publics de faire une convention citoyenne, de ne pas la faire, comme l'a fait le président Macron, mais que ça devrait faire partie du fonctionnement normal des institutions. D'une certaine manière, la Convention citoyenne pour le climat allait dans ce sens-là, en ayant, en particulier au départ, beaucoup d'ambition, puisque le président de la République a dit que les propositions seraient transmises sans fil, et donc, potentiellement, pouvaient avoir force de loi ensuite lorsqu'elles étaient traduites en termes réglementaires, législatifs ou à travers des référendums. L'exemple le plus réussi, d'une certaine manière, de ce genre de choses, ça a été les conventions constitutionnelles irlandaises sur le mariage pour tous et l'avortement. Elles ont abordé plusieurs sujets, mais il y a eu donc des conférences tirées au sort, citoyens, qui se sont prononcés sur ces 2 thèmes importants. En Irlande, pays catholique, ces 2 thèmes-là ne sont pas des thèmes négligeables. Et ensuite, les propositions de ces assemblées ont été soumises à référendum et adoptées par référendum. Puis, maintenant, ça s'institutionnalise dans le sens où on est maintenant à la 4e édition. Je crois que c'est sur les violences sexuelles aujourd'hui que la Convention se fait. Pensez à ce qu'aurait été probablement le référendum sur le Brexit s'il y avait eu quelque chose de ce type-là. Une partie au moins des fake news aurait été éliminée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aurait eu de la rhétorique et des fake news dans le débat politique. Il n'empêche que cela permettait, d'une certaine manière, de filtrer à l'avance, d'insuffler une chose de délibération, au sens que j'ai évoqué, dans un débat fortement controversé. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'expérimentations d'assemblées citoyennes pour le climat qui se font un peu partout en Europe, à des échelles nationales, à des échelles locales ou départementales aussi. Je ne sais pas encore s'il y en a dans le département. La Convention citoyenne pour le climat française a été un modèle original. Sans doute, ça a été la plus ambitieuse des conventions citoyennes pour le climat qui se sont tenues. Elle s'est inspirée largement d'Irlande, puis elle a inventé autre chose, elle a hybridé. Et en particulier, elle a été beaucoup plus politisée que le modèle irlandais. Le modèle irlandais, c'était, d'une certaine manière, penser la démocratie délibérative un peu sur le modèle d'un tribunal, d'un jury d'assises. Ça doit être fait par un organisme
indépendants, immunisés contre les pressions. Les citoyens n'avaient pas le droit de parler à la presse, n'avaient pas le droit de voir des parties prenantes en dehors des moments d'audition, en dehors des associations, des mouvements sociaux, des partis politiques. Et le président qui organisait cela, c'était un des juges de la Cour, une des juges de la Cour suprême, irlandaise. Bref, tout était fait pour avoir quelque chose d'impartial au maximum, délibératif, représentatif, impartial. La Convention citoyenne pour le climat française, avec des enjeux qui étaient des enjeux beaucoup plus larges, des politiques publiques pour faire face aux défis climatiques, a été d'un autre ordre parce que les citoyens ont été très médiatisés. Ils ont été approchés par des mouvements, le mouvement écologiste, qui les ont fait participer à des événements. Ils ont du coup eu des idées qu'ils n'auraient pas forcément eues tout seuls. Et du coup, d'ailleurs, le comité d'organisation lui-même était loin d'être impartial, il était divers, mais il y avait des gens qui avaient des fortes opinions sur la question des opinions publiques, sur les prises d'opinion publiques. Bref, un modèle plus comme une assemblée, finalement, comme une assemblée qui vient s'ajouter aux autres assemblées, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et puis il y avait la Convention citoyenne. Et d'une certaine manière, on avait cette combinaison entre démocratie directe potentielle, démocratie électorale, démocratie participative, démocratie représentative, démocratie délibérative, entre les citoyens qui ressortent des mouvements sociaux. Et on peut se demander, dans cette perspective-là, l'urbanisme, quelle leçon peut-il en tirer? Comment les consultations en urbanisme, et comment plus globalement l'urbanisme peut-il se situer par rapport à cette palette que je viens d'évoquer? Pour finir ma deuxième partie, si vous ne le savez pas, il y a une conférence sur le futur de l'Europe dont on ne sait pas trop ce qu'elle va donner, qui se tient en ce moment, qui a commencé il y a quelques mois, et qui, pour la première fois, inclut, ayant comme objectif de travailler en commun, des panels de citoyens tirés au sort, des députés européens et des députés des différents parlements nationaux. Pour l'instant, ils ont travaillé pour l'essentiel séparément, et on entre dans la phase où ils vont travailler ensemble pour faire des propositions sur le futur de l'Europe. Il ne s'agit que de propositions, mais il y a des acteurs à l'intérieur de l'Union européenne qui comptent là-dessus pour impulser une transformation de l'Union européenne. Alors, je voudrais simplement essayer maintenant de faire un pas en arrière. Ce que je vous ai présenté là, ce sont des innovations potentielles institutionnelles. Ce sont des transformations institutionnelles qui sont initiées par les acteurs publics qui se voient reconnus un pouvoir de décision. Le président de la République dit « je mets en place une convention citoyenne pour le climat », il a l'autorité politique, légale, légitime pour ce faire. Et si les conventions citoyennes pour le climat devenaient partie prenante de notre système politique, étaient instituées, inscrites dans la Constitution, elles seraient aussi, du coup, partie prenante de ce système institutionnel, d'une, finalement, nouvelle division des pouvoirs institutionnels que réclament beaucoup des expérimentateurs qui vont dans ce sens-là. Et maintenant, on peut prendre du recul en se disant, mais c'est quel genre de démocratie que nous voulons, dans quel genre de démocratie sommes-nous aujourd'hui, et à quoi, de façon plus large que simplement les institutions, ces innovations démocratiques peuvent-elles contribuer? Pour le comprendre, on peut revenir sur un essayiste, comme il était américain d'une grande université américaine. Après la chute du mur de Berlin, il avait réussi à accueillir d'une certaine manière l'esprit de l'époque en écrivant un livre, La fin de l'histoire, qui, d'une certaine manière, vantait le triomphe de la démocratie libérale. J'ai avancé, écrivait-il, que les démocraties libérales devaient constituer le point final de l'évolution idéologique, la forme finale du gouvernement humain, qu'elle constituait en tant que telle la fin de l'histoire. Tandis que les formes précédentes de gouvernement étaient caractérisées par de graves défauts et des irrationalités qui menèrent en fin de compte à leur effondrement, la démocratie libérale devait être décrite comme libre de telles contradictions fondamentales.
fondamentale. Certes, il est possible que dans le monde actuel, certains pays parviennent à établir une démocratie libérale stable, que d'autres retournent dans des formes plus primitives de gouvernement, mais l'idéal de la démocratie libérale ne peut être amélioré. Alors, après la chute du mur de Berlin, c'était d'opinion très répandue. L'ouvrage n'était pas excellent, il était assez médiocre, mais il avait cette capacité de synthétiser ce que beaucoup pensaient en Occident, en Europe de l'Est, mais aussi dans le monde tout entier. Évidemment, aujourd'hui, ça semble naïf, et le discours c'est plutôt celui de la démocratie menacée par la montée de l'autoritarisme des populistes. C'est ce qu'on entend beaucoup dans la presse, dans les médias, dans les organisations internationales. Mais il me semble que l'erreur n'était pas simplement une erreur de diagnostic, c'était pas simplement qu'il était trop optimiste. C'est qu'il surestimait de façon insoutenable le modèle occidental. Il sous-estimait ses contradictions, il sous-estimait finalement son caractère très relatif. Et je pense qu'on a intérêt à regarder la démocratie telle que nous l'avons vécue après la Seconde Guerre mondiale, dans les pays d'Europe occidentale, d'Amérique de l'Europe, d'un petit peu la manière dont on regarde la démocratie athénienne. La démocratie athénienne, c'est un moment très important, il y a encore plein de mots, même le mot de démocratie, que l'on utilise encore, et puis personne ne penserait proposer Athènes en tant que tel comme système politique au XXIe siècle. Il me semble que le XXIe siècle, de la même manière, ne va pas répéter les conditions qui ont été celles, et les traits fondamentaux qui ont été ceux de la démocratie telle que nous l'avons connue au XXe siècle. Il faut penser qu'elle a toujours été une face claire avec une face sombre. C'était une démocratie, mais une démocratie pour les filles. On pensait que dans les années d'après-guerre, les femmes étaient marginalisées dans la vie politique institutionnelle. On pensait que ça marchait parce que c'était les pays du centre qui bénéficiaient des ressources naturelles de la terre entière et qui pouvaient les redistribuer et puis finalement polluer et réchauffer la planète comme ils le voulaient. Pensez aussi que la division du travail économique entre les pays du centre et les pays de la périphérie nous profitait. Aujourd'hui, avec la montée des pays émergents, on n'est plus dans un scénario comme cela. Et puis, d'une certaine manière, on pouvait faire fonctionner la démocratie au niveau national. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien toute une série de décisions sont prises à l'échelle qui dépassent bien complètement l'échelon national. Des défis nouveaux arrivent, comme en particulier le défi climatique, qui n'avait pas été prévu par les pères fondateurs de nos systèmes politiques. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une autre conception de la démocratie, cette conception de la démocratie libérale? Et puis, quand on parle de gouvernance, et je vais revenir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la démocratie? Quand vous prenez les définitions des dictionnaires, Wikipédia, vous regardez démocratie, on trouve en définition une acception commune, aussi celle que l'on voit à la télévision, qui est l'idée que la démocratie, c'est en gros deux ensembles. Et tous les ans, il y a une fondation américaine, mais il y en a d'autres qui ne sont pas très différents, Freedom House, qui fait des classements de la démocratie, plus ou moins démocratiques. En gros, le premier pilier, c'est des droits politiques, pour l'essentiel, des élections libres entre des partis en compétition, et puis des droits que Freedom House appelle civils, liberté d'expression, liberté religieuse, droit de s'associer, de se syndiquer, de manifester, l'état de droit, l'autonomie personnelle, les droits individuels. Les deux piliers de la démocratie. Et quand on n'y pense pas plus que ça, ça peut sembler intuitivement convaincant. Et il me semble que le problème, c'est pas tellement ce qu'il y a dans cette définition-là, que vous allez retrouver dans une définition des dictionnaires, c'est ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a d'abord pas toute la dimension sociale. C'est une conception profondément libérale qui pense que finalement c'est quelque chose en plus. Or, si on n'avait pas notre état social, et quand on va dans des pays qui n'en ont pas, on voit la différence, notre démocratie n'aurait pas la même gueule. La dimension procédurale est aussi très souvent concentrée seulement sur les élections. Et donc, elle n'implique pas tout ce que j'ai pu présenter, elle n'implique pas les processus de démocratie libérative, participative, directe,
pas partie. Dit le tirage au sort. Elle pense aussi, la démocratie, à un âge qui n'est pas celui de l'anthropocène, c'est-à-dire cet âge où nous sommes aujourd'hui, où les humains modifient fondamentalement l'hyposphère, les couches géologiques de notre planète. Les non-humains, les générations futures ne votent pas. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des institutions qui leur donnent de la voix pour le futur? Est-ce qu'à l'échelle internationale, on se prête de plus en plus de décisions? Il ne faut pas des mécanismes démocratiques. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui se réduit finalement aujourd'hui à la démocratie nationale? Cela est hors de la définition. Et puis, quelque chose aussi d'important, c'est cette capacité d'innovation démocratique. Les démocraties, si elles n'innovent pas, elles finissent par mourir. Et pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un schéma institutionnel qui n'a pas beaucoup bougé depuis les années 1960. Et il y a un décalage qui s'accroît entre notre architecture institutionnelle et l'évolution de la société. Pensez aux nouvelles générations et leur sociabilité, socialisation sur Internet et les réseaux sociaux. Comment, avec un bouleversement de cette ampleur, avec ces défis sur l'anthropologie, ces rapports entre les gens, ces questions de race qui sont aujourd'hui au cœur de beaucoup de discussions, comment penser que cette évolution-là, un système qui a fait du surplace, ne serait pas finalement remis en cause? Alors, notre système institutionnel, dans son imaginaire, reste très largement fondé sur une conception pyramidale du pouvoir. Là, c'est tiré sur Internet, la pyramide du pouvoir chez les pharaons, un peu caricatural. Mais finalement, dans nos systèmes qui se sont mis en place initialement, dans les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, la différence, c'était que le bas élisait le haut. Et une fois que le haut décidait, ça s'appliquait de façon verticale, descendante. C'était ça la démocratie, qui a commencé justement à être remise en question avec la démocratie de proximité, puis la démocratie participative et démocratique, et délibérative. Alors, on présente souvent, dans les organisations internationales par exemple, cette nouvelle phase de la démocratie comme étant en affinité avec la société en réseau. Au moment où les grandes entreprises de télécommunications ont mis en place le réseau téléphonique, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-vous, pour les plus âgés d'entre nous, ou en tout cas, on l'a tous vu dans des films, où quand vous preniez le téléphone, c'était un truc simplement un émetteur-récepteur, c'était pas intelligent, et puis il y avait une centrale téléphonique, comme disait madame, est-ce que vous pouvez passer le numéro? L'intelligence, elle était au centre. Et finalement, la périphérie était connectée entre elles à travers le centre intelligent. Et d'une certaine manière, le paradigme de la démocratie, pendant longtemps, c'était un peu ça. Le centre était intelligent, et les citoyens ordinaires, c'était un peu la chose de l'école, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et finalement, quand s'est mis en place les réseaux, on a pensé que cette mise en place en réseau allait être un modèle pour ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, pour quelque chose qui est beaucoup plus interactif. Alors, la gouvernance et les réseaux sociaux, c'est une société en réseau, et souvent, on présente cette société en réseau, ces réseaux sociaux, sous cette forme-là. Tout le monde est en contact avec tout le monde. Et finalement, la démocratie de proximité, la consultation, la participation, la délibération, ça serait ça, ça serait que tout le monde puisse participer. Les collègues qui travaillent sur les réseaux sociaux, ils ne présentent pas du tout cette image-là des réseaux sociaux. Quand on veut projeter un réseau social, l'image d'un réseau social en deux dimensions, on a cela. On a bien quelque chose qui est plat, mais il n'est pas égal du tout. Il y a des gens qui sont beaucoup plus centraux que d'autres, qui ont beaucoup plus d'abonnés, de personnes qui les suivent, de likes, d'influence, blog, Twitter, Facebook, et j'en passe, que les autres. Et si on pense à la gouvernance globale, à la façon dont se prennent les décisions à l'échelle internationale, et on peut se dire que c'est un petit peu comme ça. Au centre, on a
Le gouvernement américain, le gouvernement chinois, peut-être l'Union européenne quand on serait d'accord, les grands géants du net, la Banque mondiale, peut-être l'ONU dans certains cas. Puis un petit peu plus à la périphérie, on va avoir le gouvernement français, des entreprises EDF, le réseau des industries chimiques, Greenpeace. Et puis encore plus loin, on va avoir des associations plus nationales, des entreprises qui vont être moins en mesure d'imposer des standards, des gouvernements de moindre importance. Et puis complètement au bout, on va avoir les gouvernements, des petites îles qui risquent de disparaître avec le réchauffement climatique, des petites associations, complètement au bout, vous allez avoir votre association ou une diversité. La gouvernance globale, elle implique des acteurs différents qui ne sont pas tous dotés officiellement d'un pouvoir de décision, mais qui jouent un rôle fondamental dans la prise de décision, y compris en édictant des normes, qu'elles soient financières, techniques, voire politiques. Pensez aux agences de notation, pensez au FMI, à la Banque mondiale, qui déterminent très largement nos vies. Et d'une certaine manière, vous vous demandez comment on peut la démocratiser à partir du moment où il n'y a pas d'élection à l'échelle internationale et où les organismes élus, pour ne parler que d'eux, ne jouent finalement qu'un rôle parmi d'autres dans cette. Ceci dit, si on la prenait non plus à l'échelle mondiale, mais à l'échelle d'une municipalité, prenez qui pèse dans une ville comme Lille. Il y a certes le maire, le conseil municipal, mais il y a aussi des réseaux associatifs, il y a aussi des entreprises. Il y a aussi des acteurs extérieurs qui vont peser sur les décisions, qu'elles soient gouvernementales, régionales, nationales, voire européennes. Et au bout du compte, ce qui se fait à l'échelle de la ville est très largement conditionné par toute une série d'acteurs qui se doivent se ramener simplement aux électeurs que vous élisez au moment des élections municipales ou de la communauté d'agglomération. Alors, est-ce qu'on peut démocratiser cela? Est-ce que, finalement, dans cette situation-là, il n'est pas inévitable que s'accroisse de façon fondamentale le gouffre entre les citoyens et les décideurs officiels? Alors, il faut noter que la possibilité de démocratisation est une tendance parmi d'autres. Aujourd'hui, ce n'est pas celle qui a le plus de vent en poupe, malgré les expérimentations auxquelles on a pu avoir. La thèse, c'est que le statu quo n'est pas réaliste. C'est que penser qu'on peut avoir, au XXIe siècle, le genre de démocratie qu'on avait dans certains pays du monde, qui étaient les happy few, après la Deuxième Guerre mondiale, pendant quelques décennies, c'est pas réaliste. Si on ne bouge pas, on va vers des crises qui vont être des crises qui vont nous surprendre nous-mêmes. Pensez aux États-Unis, et qui aurait dit que les États-Unis, le pays démocratique libéral le plus important du monde, auraient pu voir quelque chose comme ce qui s'est passé au moment de l'assaut du Capitole, et qui n'est pas fini aujourd'hui. Une voie forte, c'est ce qu'un collègue anglais, Colin Koch, a appelé la post-démocratie. La façade reste. On a les institutions démocratiques traditionnelles qui fonctionnent, mais en fait, les décisions les plus importantes se passent ailleurs. Dans les agences de notation, dans les grandes entreprises multinationales, dans les grandes organisations internationales. Il me semble que c'est la voie dans laquelle on est aujourd'hui, finalement, les décisions qu'on peut prendre dans la politique officielle, elles sont relativement limitées, elles sont de plus en plus limitées, et la tendance est une tendance qui justement est inquiétante, parce que, comme les gens s'en aperçoivent, en tout cas, ils ne sont pas contents des résultats, alors la défiance est ça. Troisième tendance, une tentation autoritaire. On la voit aujourd'hui extrêmement forte dans tous les pays d'Europe de l'Est, et au-delà, dans d'autres pays du monde. Et il me semble que la France n'est pas indemne de cette tentation autoritaire. On a vu des développements inquiétants au cours des dernières années, et nous avons là de quoi demain sera fait. On sait que les pays voisins, demain, l'Italie pourrait être dirigée par Salvini, qui est sur une ligne extrêmement autoritaire aussi, et on ne peut pas aussi ou alors essayer de démocratiser ce système-là. Et alors en même temps aussi, comment on peut faire? Et il y a des tels obstacles pour démocratiser cette gouvernance, pour rénover tout en compte cette démocratie, qu'on
peut se dire qu'il faudrait une révolution pour ça. Alors il y a des acteurs en France qui sont pour une révolution, mais enfin ils sont assez minoritaires, et beaucoup d'entre nous peuvent se dire qu'on n'est pas prêt à recommencer la Bastille. Alors c'est qu'il y avait des références à la Révolution française au moment des Gilets jaunes, il y a des mouvements d'émeutes et tout, mais il est peu probable, disons, que cela emporte l'opinion majoritaire des citoyens. Mais maintenant, on peut penser la révolution du système démocratique avec ces innovations démocratiques que j'ai présentées comme des éléments parmi d'autres, ça ne s'y réduit pas, sur un autre mode. Oui, il faut une révolution, mais le modèle de la révolution, ce n'est pas la prise de la Bastille, c'est bien plutôt la révolution féministe qui s'est développée en Europe, en France, dans l'ensemble du monde, en particulier à partir des années 70. Pensez que c'est sans doute une des révolutions anthropologiques les plus importantes de l'histoire. Pensez à ce qu'aurait été une réunion comme celle-ci il y a un siècle. Pensez à vos activités professionnelles, à vos cercles familiaux, à la société dans son ensemble, à la politique également, il y a quelques décennies encore. Une révolution qui transforme l'humanité. Et pourtant, cette révolution, qui est loin d'être finie, n'a impliqué ni un grand soir électoral, ni la prise de la Bastille, ni une guerre civile, ni une leader charismatique qui aurait, grâce à son aura, permis de tout changer, mais ça a été le produit finalement d'acteurs et d'actrices extrêmement divers, agissant à l'intérieur de la politique, à l'intérieur de la sphère administrative, dans les familles, dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, et qui, en se coalisant, sans vraiment faire d'accord explicite, ont réussi à faire bouger la chose. D'une certaine manière, la transformation a été une transformation du réseau. Chaque acteur, plus ou moins, chacun à son niveau, a pu transformer la société. Il me semble que si on veut penser une transformation de la démocratie aujourd'hui, si on veut penser passer la crise de la démocratie qui nous frappe aujourd'hui, il faut penser une transformation radicale. Il faut penser une démocratie pour le XXIe siècle. Il faut penser d'autres institutions, mais aussi d'autres rapports plus globaux entre les actrices et les acteurs, et que ces éléments de concertation, de consultation, de délibération, de participation que je vais vous présenter aujourd'hui font partie, peut-être, d'un mouvement plus large, qui n'est pas évidemment assuré, mais dont on peut se dire qu'il vaut la peine d'être étudié, des gens comme moi, et puis d'être expérimenté pour toutes celles et ceux qui peuvent le faire. Merci. Oui, deux éléments. Le premier, c'est sur les actions qui se développent à partir d'intérêts particuliers, personnels, peuvent déboucher sur un intérêt général, sur la défense du commun. Alors, j'ai dans la tête un exemple qui a été vécu par un certain nombre de comités de quartier du sud de Nîmes dans les années 2004, à peu près, où des comités de quartier, des associations se sont regroupées dans le cadre d'une enquête publique sur le PLU, ont recueilli 1300 signatures, mais pas des signatures au bas d'une page, c'est-à-dire un texte signé individuellement et porté au commissaire enquêteur. Eh bien ça a permis quand même de faire modifier largement le projet. Donc c'est un exemple d'intervention citoyenne où il y a le dépassement de l'intérêt particulier, parce que sur le fond après, on a abordé le problème de l'environnement, le problème de l'insertion des bâtiments dans le secteur, le respect de l'identité du quartier, et c'est quelque chose qui, à mon avis, donc, est important. Alors, j'ai quand même une question sur le fait qu'il n'y a pas été abordé
un élément qui, à mon avis, est un élément qui est en train de faire basculer pas mal de choses dans la tête des gens, c'est l'implantation de ZAD. Alors, il y a Notre-Dame-des-Landes, cette ZAD a permis de faire capoter un projet qui était parfaitement irrationnel à tous les niveaux, mais cette ZAD continue de vivre, et je dirais de vivre avec des associations qui s'essaiment un petit peu de partout. Et chaque fois qu'il y a un problème important, eh bien, il y a la menace d'une ZAD, et ça fait bouger drôlement les décideurs. Sur l'Ardèche, par exemple, il y a eu un projet de cathédrale qui est faite par une secte catholique, avec un immeuble de 180 mètres de haut, 3000 places étaient prévues. On était passé à côté de tous les problèmes d'environnement. Eh bien, l'affaire a été bloquée parce que la ZAD commençait à s'installer, et parce qu'effectivement, les représentants officiels de l'État qui devaient valider le projet n'avaient pas trop regardé, et à tel point que finalement même le pape est allé soutenir pour dire, en demandant au vicaire à l'archevêque de Viviers d'intervenir pour dire voilà, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Mais c'est pour montrer que ce sont des éléments qui font vraiment bouger les choses. Et au niveau de la démocratie, moi c'est ce que j'appelle la démocratie active. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être regarder de plus près, parce que plus les gens sont méprisés, c'est le cas des Gilets jaunes, qui est le problème qui est posé, plus on va aller vers des actions dures. Mais dures, mais qui poseront quand même les problèmes de fond. Il ne s'agit pas de casser, et je crois qu'il y a des choses qui avancent dans ce cas-là. Vous souhaitez que je réponde question par question? Vous préférez... Je suis totalement d'accord avec vous. Là, le thème que je demandais de présenter aujourd'hui est un thème qui impliquait plus d'institutionnalité, d'institutionnalisation. Et je pense que vous soulignez à juste titre que les mobilisations de la société civile, qu'elles soient associatives, votre premier exemple, ou qu'elles soient plus radicales, dans le deuxième exemple, celui de la ZAD, font partie incontournable de la démocratie. Et que c'est pour ça aussi que, par exemple, quand on a copié ce modèle institutionnel, constitutionnel de nos démocraties dans d'autres pays après la chute du mur de Berlin, ça a souvent donné des résultats catastrophiques. Et qu'on a finalement perdu ce qui faisait démocratie vivante. Plus exactement, on n'a pas pensé à cette démocratie vivante, on a pensé active, comme le dit, qu'elle allait venir toute seule. Alors, il me semble néanmoins que ces deux piliers tout à fait fondamentaux de la démocratie active que vous avez évoqués, eux-mêmes ont des limites et qu'ils doivent développer toute leur potentialité en réseau avec d'autres. Pour le premier, vous avez cité un exemple positif. Mais, par exemple, dans la ville où j'habite, à Saint-Denis, au nord de Paris, qui est une ville très populaire, mais avec un petit centre-ville historique, une partie du petit centre-ville historique qui est occupée par des couches moyennes supérieures. Et ces couches, dans le comité de quartier de ces couches-là, n'ont pas trop envie que les autres habitants ils viennent mettre les pieds. Par exemple, quand la municipalité, il y a quelques années, avait voulu faire un passage vert à l'intérieur de ce centre historique, s'était heurté à un refus du comité de quartier en question, un refus dur. Et donc, dans ce cas-là, on n'avait pas un comité de quartier qui se prononçait pour l'intérêt général de la ville, mais qui défendait l'intérêt particulier du quartier. Il me semble de ce point de vue que l'intérêt fondamental des budgets participatifs, quand ils sont bien faits, c'est qu'ils obligent à convaincre les autres quartiers ou les autres secteurs de la société de citoyenneté
que ce que vous défendez, ce n'est pas simplement votre bout de gras, mais qu'au moins c'est compatible avec l'intérêt général de la ville, ou qu'au contraire, ça y participe pleinement. Et que du coup, il ne s'agit pas simplement de faire des discussions comme ça se faisait traditionnellement en France, et comme ça continue à se faire traditionnellement dans beaucoup de municipalités, entre tel quartier et les décideurs, tel autre quartier et les décideurs, tel autre quartier et les décideurs, le club de foot et les décideurs, l'association des pêcheurs et les décideurs. Mais qu'en plus de ces discussions, on peut dire verticales, isolées, où chaque groupe discute avec le sommet, avec ceux qui peuvent décider institutionnellement, les groupes doivent discuter entre eux, les quartiers entre eux et se convaincre mutuellement. Cet aspect délibératif, pour le coup, me semble quelque chose de fort pour justement pousser à la dynamique vertueuse que vous avez évoquée dans le premier cas. Dans le deuxième cas, celui des actes, il me semble qu'elles ont, dans leur radicalité, réussi à d'abord faire échouer un projet qui, pour le coup, allait clairement à l'encontre des engagements que la France, par ailleurs, prenait en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Mais là, à avoir une espèce de vision utopique, de montrer un autre mode de vie, de production, de consommation, qui ouvre les possibles. Et du coup, c'est fondamental. Et en même temps, tout le monde n'est pas dans la ZAD. Pendant un moment, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les militants les plus radicaux parlaient de ceux qui n'étaient pas dans la ZAD, du monde extérieur du tout. Finalement, c'était Babylone, c'était l'expression qui était employée. C'est-à-dire que finalement, il y avait la tentation pour une partie des activistes des ZAD de dire la société actuelle est tellement pourrie, le système politique actuel est tellement pourri qu'il faut faire sécession. Que finalement, on est une espèce, même pas d'avant-garde, peut-être une avant-garde, mais qui fait sécession, qui va, alors que tout est pourri, au moins imposer certaines choses, gagner certains combats et vivre autrement pour nous. Et si on regarde à l'échelle internationale, ceux qui font sécession massivement, ce n'est pas les zadistes, c'est les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui vivent dans les communautés fermées, dans toutes les Amériques, de plus en plus en Afrique et en Asie, et qui font sécession, et c'est la sécession des riches. Et il faut bien des institutions qui contraignent ces sécessions des riches à faire la sécession, en tout cas à la faire d'une certaine manière, à ne pas contribuer au réchauffement climatique et tout. Et donc, il me semble que la ZAD a aussi un écho, un élan à partir du moment où elle n'est pas la sécession des héros qui refusent la société de consommation, le capitalisme, les élites électorales, les élites politiques et économiques, elle est capable de diffuser, de se lier aussi avec une réforme de l'État. Les zadistes, quand ils sont malades, ils vont dans des hôpitaux publics. Ces hôpitaux publics sont payés, et ce n'est pas les zadistes qui les gèrent. Donc on peut transformer aussi l'hôpital public, et ça peut donner des idées, mais il me semble qu'on a justement un exemple de réseau, et que la ZAD, ça fait partie des réseaux. Je vais essayer de dire ça que je pense pour le projet du XXIe siècle. Je vais partir de mon village, où j'ai une petite maison qui était évacuée sur mon terrain. J'ai été envahi par des jeunes. J'ai su, parce que j'aurais dit, on va pas comment faire, j'ai laissé un papier, etc. C'était des mineurs entre 13 ans et 18 ans. 12 ans et 18 ans. Et de là, j'ai vu qu'il n'y avait rien dans le village pour les jeunes. Il n'y avait rien, il y avait eu une liste municipale il y a 10 ans environ, avec une liste jeune. Sur la liste officielle, c'était de plus de 18 ans. Et on demandait principalement un local. Le local a été aménagé, ce n'est pas les jeunes qui m'occupaient, c'est l'association de foot, du terreau, de tout ça. Et donc j'ai agi pour que ça aboutit maintenant. Le maire a donné la clé aux jeunes. Ce n'est pas encore développé, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, on désapprend à communiquer de façon horizontale. Et que la délibération, elle peut passer partout. Ce n'est pas une délibération qu'on va mettre à
tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je pense à des délibérations qui ont eu lieu, celle des ronds-points, c'est une délibération, celle de la ZAD, c'est une délibération. Il devrait y avoir des délibérations qui sont toujours constructives, pas déconstructives. Parce que c'est comme s'il y avait une peur de la déconstruction. Une déconstruction, c'est analyser un phénomène, c'est pas le démolir. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut penser globalement changer la société, non pas en créant des institutions ad hoc, mais en changeant partout en même temps. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Pour reprendre l'exemple de l'école, de l'université, du conseil, quand on a des étudiants, des élèves allemands qui viennent en échange en France, ils sont effarés par le côté hiérarchique, autoritaire de nos institutions d'enseignement. Je pense que ça a des conséquences sur la façon dont on pense la démocratie. Et effectivement, les discussions dans la ZAD, c'était un des aspects les plus intéressants. Une méthode qui était employée pour résoudre des conflits, parce qu'on avait aussi de façon délibérative dans un cadre qui n'était pas du tout le cadre institutionnel que j'ai pu évoquer. Mais penser que ce problème des jeunes est un problème qui se pose de partout, et qu'une des limites des institutions de participation traditionnelles, c'est qu'on voit y affluer des jeunes comme nous. J'entends pas bien. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais regardez là aussi notre composition, disons en termes d'âge, et que du coup, il faut imaginer, là où ça n'existe pas, des modalités qui permettent d'avoir toutes les expériences sociales représentées, et pas simplement celles des citoyens spontanément les plus mobilisés qui s'investissent dans les démarches de participation, de consultation, etc. Et c'est pas facile. Mais c'est sans doute un des avantages de ces mini-publics, c'est que, pof, on l'a statistiquement. Maintenant, ça suffit pas. Pas d'autres questions? Vous avez parlé tout à l'heure de Yoren Habermas, donc l'espace public, peut-être ça fait remonter à quelques années en discussion. Il disait justement, Yoren Habermas, donc, vous avez parlé qu'il y avait vers cette privilégier donc cette démocratie délibérative par rapport à la démocratie participative. Il disait qu'il fallait qu'elle se produise, alors c'est là que je n'ai pas très bien compris, dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il précise un peu ou pas? Parce que ça paraît quand même flou. Et d'autant que c'est plus on va dans les échelons, plus ça me paraît aussi opaque. Donc, quelles sont les meilleures conditions possibles? Est-ce que vous pouvez dire à un moment donné ou pas? Donc, alors là, c'était toujours le cas, qui est toujours vivant, philosophe allemand, sans doute le plus important philosophe politique vivant aujourd'hui. Excusez-moi, il y a la retraite maintenant. C'est un philosophe. Et ce philosophe, il parlait de façon philosophique. C'est pas qu'il n'est pas un philosophe ou philosophe parmi vous. Si c'est le cas, je m'excuse par avance. Et du coup, ce qui était vraiment ces conditions, elles n'étaient pas explicitées. Donc c'était des grands principes. Toutes les parties prenantes, dans leur diversité, doivent être représentées, parties prenantes de la discussion, ou auraient pu l'être par des gens qui vous ressemblent. Donc si c'est libre, il n'y a pas besoin forcément que tous les jeunes de libre soient là, mais il faut qu'il y ait des jeunes et des jeunes de différentes social. Il faut qu'il y ait une information de qualité, équilibrée, avec le pour et le contre. Il faut qu'il y ait une discussion qui soit une discussion égalitaire. C'est pas le tout d'être ensemble. Il faut aussi que quand on discute, tout le monde s'écoute et que tout le monde puisse parler. Ce qui n'est pas évident du tout. Et puis, il faut que de la discussion sorte quelque chose. Donc, d'organiser une synthèse de la discussion. Que cette synthèse soit ensuite traduite en action. Voilà, c'était des grands principes. Et puis, ce que lui ont dit à la fois des gens d'autres disciplines, des sociologues, des psychologues, et puis des acteurs politiques, des
institutionnels, des gens qui dans leur quartier, dans leur ville, se battaient pour quelque chose de ce type-là, mais c'est pas évident, et la plupart du temps, on est très loin. C'est que le débat public normal, c'est les fake news, c'est la rhétorique politique, c'est la monopolisation du débat et la visibilité du débat par certains au détriment d'autres, c'est la marginalisation de ceux qui ont moins de pouvoir dans la société, qui ont aussi moins de pouvoir dans la délibération. Et c'est de cette réflexion-là qu'est née l'idée d'expérimenter ces mini-publics participatifs, qui peuvent faire ça dans des conditions presque idéales. Alors, là, si vous réunissez, qu'on soit plus diversifié, qu'on ait plusieurs week-ends et qu'on discute, c'est pas peut-être aujourd'hui un sujet brûlant sur la vie aujourd'hui, admettons le plan de circulation de la ville, et bien, à ce moment-là, on aurait la capacité d'avoir cette délibération presque idéale. Avec un problème cependant, c'est que du coup, c'est un petit groupe, c'est un mini-public, et qu'est-ce qu'il arrive du grand public et des relations entre le mini-public et le grand public? Plusieurs fois, les propositions issues du mini-public ont été refusées dans des référendums ensuite, parce qu'il n'y avait pas eu cette qualité de discussion, mais aussi peut-être parce que ces mini-publics, ils étaient conçus comme une forme de démocratie finalement assez paisible. Cette démocratie active que vous avez, monsieur, évoquée, la ZAD, le voyez avec méfiance. Pensez, en France, on a développé, avec la Commission nationale du débat public, ces débats publics préalables aux grandes infrastructures, avec des résultats qui sont incertains, même s'ils ont évolué. Et bien, à un moment, sur les nanotechnologies, les groupes qui refusaient radicalement les nanotechnologies disaient on ne peut même pas s'engager dans le débat, parce que nous n'avons pas à débattre de ça. Comment fait-on par rapport à des groupes qui refusent de s'engager dans la discussion en disant elle est biaisée d'avance, elle est trop inégale aujourd'hui pour se mettre dans la discussion. Donc voilà, c'est un peu la tension. Alors maintenant, après, vous avez dit, monsieur, il faut développer la délibération partout où on peut. Mais partout où on peut, c'est à la fois fondamental et en même temps, on ne doit pas oublier que, faut penser à l'image des réseaux, que partout où on peut, ce qui nous concerne, en général, on a une petite influence, et qu'il y en a d'autres qui ont une influence bien plus grande. Pensez aux géants des réseaux sociaux, aux géants du net, et la façon dont ils peuvent influencer, la façon dont le débat public se fait à l'échelle internationale. Comment on fait par rapport à ça? Je crois que personne n'a encore des réponses. Je vous remercie encore une fois. Je vous invite à notre prochaine action. Les papiers sont à la sortie. Oui, voilà. Thierry Bourien est à la sortie de tirer la part de l'article. Oui. Oui, bien sûr. Bonsoir, merci. Alors j'avais une question concernant, alors ok, tout le monde peut parler à cette possibilité de s'exprimer dans des groupes participatifs, sauf que j'ai l'impression que tout le monde ne s'exprime pas, même dans des petits groupes de travail à la fin, quand on est 5 à travailler, des fois il y en a que deux qui parlent parce qu'il ou elle ose parler, donc selon le statut social, le genre, etc., c'est une difficulté à prendre en compte, et donc comment imaginer un endroit où, si par exemple on a un ouvrier et un cadre supérieur, le cadre supérieur, par son statut symbolique, n'écrase pas l'ouvrier, par exemple. Merci. Alors c'est un problème qui est tout à fait fondamental, tout à fait crucial, parce que si vous vous retrouvez avec les mêmes qui monopolisent la parole, notamment dans la société, qui sont dominants dans un débat public, ça c'est pas grand-chose. Donc il y a toute une série de techniques qui sont employées. L'idée fondamentale, c'est qu'il y a une modération de la discussion. Il y a quelqu'un ou des personnes qui répartissent la parole, qui peuvent être des professionnels formés pour ça, mais après, quand les petits groupes se forment, qu'il y ait quelqu'un qui, dans le petit groupe, soit chargé justement de répartir la parole. Ça ne marche pas forcément tout le temps à 100%, mais ça change les choses. Et je crois que c'est vrai aussi, d'ailleurs, dans une salle de classe, quel que soit le niveau
façon dont on essaye de faire tourner la parole, qui est tout à fait fondamentale, et donne des résultats qui sont étonnants quand on met cela au centre de l'attention. Mais quand vous parlez par exemple avec des étudiants qui reviennent du Québec, où cette question a été développée bien avant nous, eh bien, ils disent c'est incroyable parce que dans bien des salles de classe, quand il y a une mobilisation étudiante, alors là, la parole, elle tourne infiniment plus que chez nous. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une fatalité, ça veut dire qu'il faut en prendre conscience que c'est un défi majeur, on peut essayer d'avancer, au moins à ces échelles micro, pour sinon supprimer complètement, en tout cas limiter drastiquement ces inégalités. Pour donner un seul exemple, j'ai évoqué tout à l'heure ce jury citoyen, cette conférence citoyenne de 25 personnes qui discutaient de la réforme du système de santé. Il y avait 2 personnes qui étaient quasi analphabètes, donc qui avaient du mal à écrire. Eh bien, elles jouaient un rôle négligeable. Et puis quand on passait, on avait 2 qui avaient tendance à beaucoup parler, la salle était comme ça. Alors l'animateur essayait de brider pour répartir la parole, mais quand elles se retrouvaient en groupe de 8, comme ils avaient tendance à parler un peu de façon rhétorique, un peu, voilà, ils aimaient bien prendre la parole devant 35 personnes, enfin 25 à ce moment-là, mais quand il s'agissait de rédiger des propositions, ils étaient moins constructifs. Et je me rappelle une dame, notamment dans ces groupes-là, qui avait peu pris la parole avant. Il fallait vraiment que l'animateur lui dise « Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez ?» Enfin, qui la sollicite. Là, par contre, elle dit 9 secondes. C'était elle qui était la plus constructive, qui réussissait à synthétiser tout. Donc, il y a plein de techniques qui permettent d'aller de l'avant de ce point de vue-là. Mais je crois que c'est important. Il y a des techniques aussi auto-organisées, comme sur les Alpes, qui ont été développées dans ce sens. Merci à tous également de votre présence. C'est agréable de vous accueillir. Le prochain rendez-vous, donc vous prenez mon collègue à votre disposition l'article du 17 mai. Et le prochain rendez-vous est jeudi 17 au Sémaphore, donc à 18h. C'est tout sur le thème de la concertation. On a un autre système géopolitique au Venezuela, mais ça montre également l'engagement que suscite lorsqu'on veut défendre son habitat,